Donc on va continuer notre programme de conférence. Là, nous allons explorer la question de l'étiquetage environnemental et découvrir donc le label Planet Score. Donc nous accueillons Sabine Bonneau pour nous parler de ce label, de cet étiquetage. Donc vous êtes présidente de Planet Score. Donc cet étiquetage indique la qualité environnementale du produit, de la vigne au verre. Donc vous allez nous l'expliquer en détail. Et vous êtes accompagnée donc de Aymeric Isard, donc du domaine famille d'Exea. Vous êtes directeur de ce domaine et qui est le premier domaine viticole bio labellisé Planet Score et premier domaine viticole tout court aussi. Vous allez nous partager donc votre expérience. Merci à vous. Merci beaucoup Valérie. Premier et pas le seul, on va le voir tout à l'heure. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va regarder ce qu'est ce label, qui est derrière. Je pense que ça, c'est une des premières questions que sans doute vous vous posez. Ce qu'il fait, comment il est déployé aujourd'hui sur le marché de l'agroalimentaire, en France et au-delà. Et avoir un retour également des études consommateurs, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été faites depuis 2-3 ans sur le développement de ce label. Donc, pour démarrer, qui sommes-nous ? Donc, ce label a été développé il y a maintenant un peu plus de 3 ans à la demande de la société civile qui faisait le constat d'une forme de confusion grandissante sur le marché de l'agroalimentaire. Tout un tas de promesses qui sont portées par les entreprises, beaucoup de logos, beaucoup qui ont de la valeur, certains qui sont parfois un peu plus abstraits. Et avec une volonté d'avoir un éclaircissement sur la qualité environnementale réelle des systèmes de production qui sont derrière les labels. Donc parmi les structures qui ont contacté des experts, des scientifiques, moi j'étais plutôt dans ce domaine-là, de l'expertise, il y avait notamment l'association de consommateurs UFC Que Choisir, des associations de protection de la nature, des collectifs de producteurs également qui avaient besoin qu'on réfléchisse à la façon de rendre les choses plus claires. La marque Planet Score appartient à une structure d'intérêt général dont la gouvernance est assurée par des scientifiques, ce qui est à notre connaissance unique en Europe pour un label. Unique au monde, je ne sais pas, on vérifiera, mais donc la marque n'appartient pas à une entreprise. Et donc ça, c'est le Solid Grounds que vous voyez sur la droite. Et la marque Planet Score est déployée sur le marché par l'entreprise à mission Planet Score. Voilà, donc sur les scientifiques qui pilotent la structure, on est sur à la fois des agronomes, des écologues, des géographes, des sociologues et des spécialistes de la nutrition, puisqu'on va également sur cette dimension-là, pas sur ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais ça fait partie des dimensions qu'on a développées également. Donc ça, ce sont les structures qui sont à l'initiative et les financements ont été faits par le 1% pour la planète notamment. Donc on est strictement indépendant, à la fois dans la gouvernance et dans le financement. Le dispositif aujourd'hui est déployé non seulement en France où il est né, on va faire un petit panorama tout à l'heure des marques qui l'utilisent, mais également dans 12 pays pour ce qui est des sièges sociaux des entreprises avec qui on travaille. Donc ce ne sont pas des entreprises françaises qui ont des succursales ailleurs, ce sont vraiment des entreprises de ces pays-là. Et dans 30 pays aujourd'hui pour ce qui est du développement sur les emballages, donc au-delà de l'espace européen. On travaille actuellement avec 300 marques, de l'amont à l'aval, aussi bien des coopératives, des grandes ou des petites, que des industriels de la transformation, en B2B ou en B2C, et également sur la partie distributeur, avec la majorité des grands distributeurs, mais également avec des plus petits. On travaille également sur la restauration collective, la restauration hors foyer, sur aussi bien, par exemple, les restaurants universitaires, on a fait un gros projet là-dessus pour les Crous, mais également la restauration collective privée. Là, vous avez l'exemple en bas à droite de la chaîne de restaurants Ninkasi. Donc ça, c'est ce que vous pouvez également voir en magasin. On est soutenu par Média Performance en GMS, qui diffuse de la pédagogie sur Planet Score 3 semaines par an. Là, ce sera la 3e année. Donc ça a beaucoup de valeur pour nous, puisqu'ils font ça dans le cadre de leur programme 1% RSE. Et ce sont sinon des campagnes qui sont extrêmement coûteuses, donc on ne pourrait pas se payer. Et donc, le call to action, c'est d'ailleurs d'aller regarder l'application du UFC Que Choisir, sur laquelle vous pourrez trouver 135 000 produits alimentaires étiquetés. Donc c'est quand même un gros morceau du marché de l'agroalimentaire. Et donc ça, c'est diffusé dans plus de 300 hyper et supermarchés, Carrefour, Intermarché, Cora, Système U.
avec des résultats que je vais vous partager tout à l'heure, notamment dans les études consommateurs, puisqu'ils font en plus des bilans de ces campagnes pour voir comment réagissent les consommateurs à différents labels, dont celui-ci. Donc l'information est disponible sur UFC Que Choisir. Je vous invite vraiment à télécharger cette application mobile gratuite qui est extrêmement instructive. L'interface est en cours de réflexion, donc elle sera encore plus intuitive après. Je ne vais évidemment pas vous expliquer la méthodologie aujourd'hui. Tous ceux qui sont intéressés par les détails de la méthode d'évaluation environnementale qui est dans le référentiel sont bien sûr invités à nous contacter. On a fait des webinaires qui sont publics et que vous pouvez également visionner. Globalement, le cadre scientifique, c'est celui des limites planétaires. Et c'est un cadre sur lequel on a, comme vous le voyez ici, un certain nombre de limites qui sont largement dépassées. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que l'agriculture et l'agroalimentaire sont des contributeurs majeurs, c'est ce que vous voyez en petits points noirs sur la diapo, des contributeurs majeurs des limites les plus dépassées. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, on a la capacité d'agir ensemble de manière très efficace si on s'y prend bien. L'autre point qu'on voyait sur cette diapo, c'est que la biodiversité est associée à toutes les limites très largement franchies. Je vais la remettre quand même pour que ce soit clair. Toutes les limites que vous voyez le plus dans le rouge sont des limites associées à la biodiversité. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a clairement mis ce principe-là sur les étiquettes Planet Score, que vous allez voir un peu plus précisément tout à l'heure. Et le climat, ça c'est aussi un point, est un sujet intéressant. Il est également sur l'étiquette. C'est le dernier item en bas. Mais ce n'est pas la bonne clé d'entrée pour notre secteur. On peut faire très bien pour le climat en étant très mauvais sur l'enjeu de la biodiversité. Ce n'est pas le cas dans le sens inverse. On ne peut pas être bon pour la biodiversité et mauvais pour le climat. Donc voilà, les clés d'entrée sont quand même pour nous assez claires. Le référentiel a été inscrit par le gouvernement il y a un peu moins d'un an dans un texte au journal officiel qui valide en fait un certain nombre de référentiels pour outiller et financer la transition agroécologique sur les fermes, notamment dans le cadre de tout ce qui est autour du foncier. Donc je vous invite à regarder ce texte, mais à la fois Planet Score est cité et également Biosyscan, qui est notre module d'évaluation biodiversité justement. Et dans ce texte, Planet Score est le seul outil qui va jusqu'à l'information consommateur. Les autres sont des outils qui font plutôt de l'évaluation ou de l'accompagnement à l'amont sur les fermes, dans les parcelles. Donc je ne vais pas vous faire l'affront d'expliquer aujourd'hui le référentiel, mais en substance, sachez que ce référentiel d'évaluation, ça c'est celui de Biosyscan, permet d'être vraiment aligné avec les grands enjeux de transition et que c'est un référentiel qui est fondé sur des éléments extrêmement concrets qui permettent de faire des évaluations, ça c'est aussi assez disruptif, de manière rapide. Pour ceux qui ont, par exemple, la pratique des analyses ACV, qui sont très chères et très longues, et qu'on faisait avant, on ne fait plus ça. Et on arrive à des résultats qui sont bien plus pertinents, de manière beaucoup plus économique, donc beaucoup moins onéreuse pour les partenaires. Donc, dans les sujets clés qui sont dans le texte du gouvernement et qui sont évidemment dans le référentiel, on a la réduction de l'usage des intrants de synthèse, fertilisants et pesticides, tous les enjeux autour de la couverture des sols et du bouclage des cycles des nutriments, tout ce qui est préservation des masses d'eau et régénération de la biodiversité, l'augmentation des ligneux, donc notamment ce qui concerne les haies, l'augmentation de la diversité variétale et notamment pour les enjeux de résilience. Je pense que tout le monde a bien en tête aujourd'hui de manière spontanée les difficultés auxquelles on est soumis pour tout ce qui est adaptation aujourd'hui, notamment au changement climatique. Réduction de la déforestation importée vous concerne beaucoup moins, ça concerne d'autres filières, et puis extensification de l'élevage et pâturage des prairies. Alors j'en profite pour faire un petit signe à tous nos partenaires, parce que nous on fait de l'évaluation, donc on est vraiment sur du traitement de données. On est des agronomes, des techniciens, on connaît très bien le terrain, mais on travaille avec des partenaires qui eux sont sur le terrain, avec les agriculteurs, les viticulteurs, les domaines, donc notamment Éco-Climat-Sol, Biosphère, pour une agriculture du vivant, et Bee-Friendly, ainsi que le commerce équitable sur d'autres sujets, en général aussi bien en France que dans d'autres pays. Voilà, donc Planet Score a également eu le grand plaisir de voir publier par l'autorité de la concurrence en janvier un avis qui résulte d'une autosaisine qui a pris quasiment 1 an à l'autorité pour être publié et qui était destiné à évaluer la pertinence d'avoir différents labels sur le marché, notamment pour l'agroalimentaire et globalement pour tous les produits de grande consommation. Aussi bien des labels donc ce qu'ils ont appelé des systèmes de notation de durabilité, donc aussi bien des labels environnementaux que des labels
nutritionnels, par exemple. Et donc, on a été auditionné 2 fois par l'autorité de la concurrence. Notre partenaire UFC a aussi été auditionné. Le résultat est dans la presse, là, maintenant. L'autorité de la concurrence a fait savoir que son avis est que c'est une très bonne chose pour stimuler l'innovation dans le sens de la transition écologique que d'avoir des systèmes indépendants sur le marché. Et qu'ils sont, alors c'est même précisé, plus agiles que les dispositifs étatiques pour prendre en compte l'évolution des connaissances scientifiques. Voilà, donc de très très belles pierres. Carrefour a également fait savoir en décembre que PlanetScore faisait partie des critères de référencement, et notamment sur tout ce qui est en lien avec les enjeux déploiement du QR code. Donc, je vous laisserai regarder plus précisément la diapo, mais il est cité juste après Nutri-Score, en 2e. Et Leclerc également, apparemment, l'a intégré également dans ses critères de référencement des marques nationales. On a un temps d'échange après, donc s'il y a des questions sur tout ce que je suis en train de développer, on aura le temps sur la fin. Des entreprises comme Picard affichent aujourd'hui PlanetScore sur la totalité de ses références, donc un peu plus de 2000 produits. Vous avez ici l'exemple d'un produit. Il y en a qui sont très bons. Voilà, il y en a qui ont clairement des marges de progrès. Donc c'est aussi un message, c'est que PlanetScore n'est pas un label, c'est pas une promesse forcément positive. C'est un label de transparence. Donc ce qui veut dire que vous avez des produits qui sont plutôt dans le vert, et vous avez des produits comme celui-ci qui sont pas verts du tout. Et c'est pas grave en fait. La question c'est est-ce que l'entreprise est dans une démarche de sincérité? C'est ça que les consommateurs attendent. Ou est-ce qu'on essaye simplement de toujours faire valoir les bons côtés et uniquement ce qu'on fait de bien? En fait, les consommateurs, vous allez le voir tout à l'heure, demandent d'avoir la vision panoramique. Donc ça, c'était un acte extrêmement fort de Picard, qui en plus, alors on travaille depuis 3 ans avec Picard, a étudié de manière vraiment très fine ces filières, et ce qui lui a permis, sur celles où il avait engagé des démarches de progrès, d'avoir, alors je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais sur l'exemple de cette filière oseille, mais on a la même chose sur les épinards et d'autres légumes, d'avoir des étiquettes qui sont clairement différenciées entre des appros Apileg, donc cette filière sur des territoires français qui ont vraiment super bien bossé, et des filières qui ne sont pas encore caractérisées aujourd'hui. Donc là, vous voyez peut-être pas bien, mais on voit un B et un C, avec des jauges pesticides notamment qui sont différentes. Et Picard a été primé, là, c'était juste en fin d'année, lors de la nuit de la RSE, donc une très belle occasion annuelle de la communauté RSE. C'est la seule entreprise de l'agroalimentaire qui a été primée cette année, et toute l'ossature de sa candidature était autour de la transparence complète PlanetScore. Voilà, donc ça, ce sont quand même vraiment de très jolis signaux sur le marché. On a également aujourd'hui Monoprix, Franprix, qui sont engagés dans la démarche depuis le début, et qui ont pris le parti de tout afficher également sur leur marque propre. Et donc après, voilà, l'histoire, c'est maintenant que les marques nationales qui sont volontaires fassent le mouvement aussi. Avec des choses, vous les avez vues, qui sont bonnes ou moins bonnes. Et puis également des transformateurs, souvent assez proches de l'amont, ça c'est le cas avec Dossi, qui font évaluer également la totalité de leur campagne de production pour avoir de quoi communiquer sur la façon dont ils sont aujourd'hui engagés dans là aussi des démarches de progrès, avec des scores hétérogènes. Là, on était sur 1200 producteurs, je crois. Et ça, c'est une diapo qui a été présentée par Dossi lors du webinaire d'octobre, par exemple, et qui montre une grande variabilité des résultats, et puis un résultat moyen de la campagne qui est plutôt très bien. Jardin du Midi, pour donner un autre exemple, donc dans le secteur vraiment à l'amont, donc ça c'est une coopérative de 200 producteurs qui travaille depuis 2 ans et demi et qui a fait vraiment un super boulot, et qui là aussi a engagé une trajectoire, et cette année, ils sont on-pack sur la totalité de leurs références. Et avec, alors ça je peux le dire vraiment assez sereinement, des résultats ils les ont présentés aussi en webinaire, des résultats qui sont très bons, notamment sur ce qu'on fait dans les bassins français, des imports qui sont parfois bons, notamment dans l'espace européen, et puis des imports qui sont parfois moins bons. Et ça, c'est aussi une façon de factualiser les choses, quand on a vraiment les cahiers de traitement, les itinéraires techniques, les aménagements parcellaires, tout ce qui est autour du travail du sol, etc. On a réellement de la data, notamment aujourd'hui de la data extra-européenne, qui peut être bonne, mais qui peut être clairement assez défavorable. Voilà, donc avec des réflexions sur leur stratégie d'import du coup actuellement, et de très très jolies démarches de communication autour de ce qu'ils font. Dernière coopérative, Fermier de Loué par exemple, on avait été invité à discuter avec eux en assemblée générale, 1200 producteurs. On est quand même vraiment porté par
l'amont agricole également, j'ai parlé des consommateurs, mais c'est vraiment très fort sur la démarche côté amont. Alors du côté des vins, spiritueux et bières, avant de montrer le domaine d'Exea, on a notamment dans la bière le brasseur Ninkasi, qui est un brasseur indépendant, qui a à la fois une chaîne de restaurants, d'une trentaine de restaurants, une salle de concert, mais qui est également vendu en GMS, qui a décidé, là, depuis quelques mois, de partir unpack. Donc là, depuis, c'est très récent, hein, vous allez commencer à les voir en magasin. Donc avec un BBCB, je ne sais pas si vous le voyez bien, un B note globale, B pesticides, C biodiversité et B climat. Et là, c'est pareil, on est parti il y a 3 ans d'un constat, puisqu'on fait d'abord le bilan, hein, où est-ce qu'on en est avec des bières qui étaient en C, des pesticides qui étaient en C aussi de mémoire, et avec des appros qui ont été améliorés pour en arriver là. Donc ça, c'est aussi une entreprise qui communique vraiment bien vis-à-vis de ses clients. Un autre exemple sur les spiritueux, Alcool Vivant, qui a été la première entreprise sur ce segment à se lancer. Alors, ça n'est plus la seule aujourd'hui, mais qui a fait là aussi un très bel effort de pédagogie et qui a vraiment fait de la transparence avec beaucoup de produits qui sont très bons et puis des produits sur lesquels ils savent qu'ils ont des marges de progrès, notamment sur l'appro sucre de canne. Mais là, c'est pareil, c'est dit en transparence et c'est affiché on pack, enfin, sur les bouteilles. Et avec vraiment des communications très claires. Alors là, voilà, ce sont quelques exemples des produits d'Alcool Vivant. En plus, ils sont beaux. On a souvent des clients qui font des choses belles. Et voilà pour le domaine d'Exea. Je vais laisser Aymeric nous raconter un petit peu comment le domaine, et on a la chance également d'avoir Anne Bess qui est là avec nous aujourd'hui, donc la présidente de famille d'Exea, comment vous en êtes arrivé là. Merci Sandrine. Avant de dire le pourquoi de Planet Score sur nos produits, je vais d'abord contextualiser la famille d'Exea. Famille d'Exea, on est situé dans les Corbières, les Ignats exactement. C'est 200 hectares de vignobles répartis en 4 propriétés et fortement engagés sur l'environnemental, puisque évidemment l'ensemble est labellisé bio. Depuis le début a débuté en 2010, donc ça fait maintenant 15 ans. Une des propriétés est aussi en biodynamie. L'ensemble est en HVE3. D'autres démarches qu'on va pouvoir trouver, c'est des produits sans sulfite, des produits en méthode nature. Et ensuite, on a tout un engagement aussi en agroforesterie, du vitipastoralisme, du travail sur la réduction de la consommation en eau dans les chais, des travaux sur les couverts végétaux, sur la réduction du travail des sols. Enfin, beaucoup de choses qui étaient faites. Et tous ces labels, c'est particulièrement difficile quand même de mettre tout ça sur une bouteille sans se retrouver avec une guirlande de labels pas forcément lisible pour le consommateur. Et donc c'est là que ça a mené la réflexion, comment faire transparaître ça et amener ça jusqu'au consommateur sans justement passer par cette multitude de labels. Donc là, on s'est tourné vers le Planet Score, parce que c'est lui qui nous a semblé le plus évident, le plus clair, qui a amené une certaine transparence, mais qui permettait aussi de vérifier et de rendre vérifiable ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pour ça que c'est le Planet Score qui a été rendu évident. Le message, on passe par les 3 cases aujourd'hui, que sont la présence de pesticides, l'action sur la biodiversité et la valeur climat. Donc chacune des actions est importante pour nous. Ça concentre un petit peu tout ce qu'on fait et ça va vers un label. Donc aujourd'hui, nous, on est classé B, avec un A pour les pesticides, un B pour la biodiversité et C pour la valeur climat. Et un A pour la valeur climat. Tant pour moi. Bénéfice de ce label, je le disais, c'est vraiment un outil un peu anti-greenwashing, parce que on peut toujours parler sur la foresterie, la vitiforesterie, pardon,
avec, en disant j'ai planté des arbres, j'ai planté des... Ok, vous avez planté 3 sur 200 hectares, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous, on a planté plus de 15 000 arbres en 3 ans. Donc on voit vraiment un impact, et c'est via l'audit qu'on a pu mesurer cet impact sur notre vignoble et le faire transparaître et pouvoir le communiquer. Donc le premier bénéfice, c'est vraiment la validation de ce qu'on a pu pratiquer et être sûr de l'obtention des résultats qu'on voulait. Le deuxième, qui va être un peu plus directement utile au commerce, parce qu'il faut quand même être utile, ça va être effectivement auprès des acteurs. Alors aujourd'hui, on en parlait, c'est plutôt la grande distribution qui va être sensible en tout cas à ce label, encore un peu méconnu du grand public, mais c'est en train de venir. Donc par exemple, on sait que Biocoop travaille toute sa MDD avec le Planet Score désormais, donc s'adresser à Biocoop avec un Planet Score, on ne les prend pas au dépourvu, les acheteurs Biocoop savent ce que c'est un Planet Score, et donc c'est un bon point de plus. Pardon. De la même manière, chez Leclerc, dans les appels d'offres, nationaux, régionaux, dans le listing des labels, désormais, vous avez Planet Score. Donc c'est un point de plus, c'est un point différenciant qui est en train de se mettre en place, qui commence à être bien connu, en tout cas de la grande distribution, et qui va venir auprès du grand consommateur. On va aborder les points un peu plus délicats, parce qu'il ne faut pas dire que du bon non plus. Les quelques difficultés, alors effectivement, ça fait un label de plus. Après, je vous en ai cité quand même beaucoup. Ce n'est pas le plus complexe, surtout quand tu as une démarche qui est déjà bien engagée. C'est quelque chose de plus à gérer, effectivement. Ce que ça nous a montré aussi, que c'est être bio, c'est un atout, notamment pour la partie pesticides. Mais pour les autres, ce n'est pas le A assuré parce qu'on est en bio. Il y a encore beaucoup de démarches et d'autres choses à faire avant d'arriver jusqu'au A, qu'on n'atteint pas encore. On espère y arriver dans peu de temps. Et, pardon. Je précise, c'est pas loin. C'est un B+, qui est très proche de A. Après, il faut être conscient que toutes ces démarches, ça reste quand même sur du long terme. Je vous parlais de 15 000 arbres. Quand on plante des arbres, ils font 70 cm. Il faut un temps pour qu'ils se développent. C'est aussi des investissements, donc il faut travailler dans ce temps, mais on sait qu'on travaille pour le long terme, moyen, long terme. Donc tout ça, c'est à prendre en compte pour tout ça. Et un des points que je citais tout à l'heure aussi, c'est qu'on a encore un grand public qui appréhende pas encore ce label. Donc il va y avoir de la pédagogie, on est obligé de l'expliquer. Nous, on le communique sous cette forme-là, sur la bouteille. On va rajouter une collerette avec un QR code qui renvoie vers une explication de ce qu'est Planet Score et expliquer quelle est notre démarche et comment on travaille. Si je peux juste apporter un complément, Picard a fait la même chose en fait. Quand ils ont commencé à afficher, donc ça c'était au mois de mai l'an passé, donc sur à peu près 2000 produits. Quand vous allez dans le Drive, vous pouvez voir, alors on voit le Nutri-Score, on voit Planet Score à côté, et on peut cliquer sur l'étiquette Planet Score de chacun des produits. Et ça vous renvoie sur d'abord un petit laïus en une phrase de ce que veut dire chacune des barres de l'étiquette. Et vous pouvez cliquer sur « Je veux en savoir plus ». Et là, ils ont fait un article de 4 pages avec des illustrations, des petits schémas, hyper pédagogiques. Et Picard a observé, dans les premières semaines qui ont suivi la mise en ligne de Planet Score sur leur Drive, 400 000 clics. C'était jamais arrivé. Sur les étiquettes, sur « Je veux en savoir plus ». Donc on voit qu'il y a un véritable appétit là-dessus. Je vais vous montrer plus de détails sur les études consommateurs. Mais la dernière qui a été faite par Apigno et qui a été présentée en conférence de presse, c'est pas nous qui l'avons commandée. Au mois d'octobre, on était à 31% de notoriété, ce qui est énorme, sachant qu'on n'a pas de marketing, pas de force commerciale. Et qu'à part le soutien de Média Performance, qui est un énorme soutien en GMS, on n'a pas de démarche active aujourd'hui pour faire connaître. Alors on le fait quand même par d'autres biais, là on commence à devenir assez actif sur les réseaux sociaux, mais voilà, ce sont quand même des choses qui viennent de manière assez organique. Merci du complément.
Un des points aussi qu'on pourrait se poser, est-ce que Planet Score et le label bio ne viennent pas un petit peu en concurrence, entre guillemets? Est-ce qu'ils ne viennent pas un peu se gêner et tout ça? C'est pas notre opinion et c'est pas comme ça qu'on l'a abordé. J'en parlais tout à l'heure, ça fait 15 ans que les propriétés sont intégralement en bio. Donc on continue à porter le bio et c'est vraiment un complément. Et ce sont deux labels qui sont complémentaires puisqu'on est sur des approches qui sont différentes. On sait que le label bio est plutôt concentré sur les intrants, même si les vignerons bio, en général, vont beaucoup plus loin que ça. Mais via le Planet Score, on peut expliquer cette démarche et faire avancer cette partie-là. Je peux permettre un petit complément à nouveau. En fait, pour nous, le fait qu'il y ait des certifications de démarche positive, c'est ultra important. Parce qu'en fait, quand on fait des évaluations pour montrer tout le marché, pour étayer, qualifier, caractériser des démarches positives, il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui ait pu vérifier que ces démarches existent. Alors, soit quand il n'y a pas de contrôleur, on demande de la data primaire, les cahiers de traitement, etc., le parcellaire. Mais pour nous, c'est vraiment bien mieux quand les gens sont déjà dans des démarches labellisées, ce qui est le cas, par exemple, de la bio. Mais on a aussi pas mal de structures qui sont en HVE, par exemple. Et HVE, c'est aussi très précieux parce que ça ne garantit pas qu'on atteint un certain niveau environnemental dans l'état des lieux de la carte à points, mais ça veut dire qu'on a une trajectoire de progrès, qu'on a ces données-là qui sont pilotées annuellement et qu'elles sont contrôlées. Donc en fait, c'est pour nous très important et c'est hyper complémentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir quand même des labels qui permettent, pour ceux qui sont engagés dans les démarches, d'avoir de la data pilotée. De notre côté, on avance encore sur d'autres points, des axes de travail qu'on aimerait faire avancer. Et on parle notamment aujourd'hui beaucoup de RSE. Donc aujourd'hui, on répond bien au E du RSE, mais on a toute cette brique sociale et sociétale qui en cours de réflexion et qu'on a fait aussi avancer de notre côté. Nous, on a travaillé plutôt côté RSE, alors en intégrant le Leader Occitanie, qui est un programme, un accélérateur RSE, Leader Occitanie et Caisse d'épargne, qui nous a permis de travailler aussi sur les aspects sociétaux et pas uniquement environnementaux. Et l'autre point va être sur la réalisation d'un bilan carbone pour affiner aussi notre travail sur le carbone et sur la valeur qui est représentée par la valeur climat sur le Planet Score et qu'on veut faire avancer et être plus précis pour pouvoir mettre des mesures en place aussi à ce niveau-là. Précision. Non, pas de précision. Est-ce que c'est OK que je passe les études conso maintenant? Ça marche? Il y avait encore quelques diapos sur Exea après. Sur les structures avec qui on travaille aujourd'hui, il y a celles qui affichent, mais en fait, on ne fait pas forcément de l'évaluation Planet Score pour afficher. En tous les cas, quasiment aucune entreprise avec qui on commence le travail, initialement, nous dit « je veux afficher ». C'est d'abord « je veux comprendre, je veux savoir où j'en suis ». Et une fois qu'on a fait l'état des lieux, on regarde s'il y a des trajectoires engagées, si oui, dans quel sens, sur quel levier. Et puis certaines, au bout de 2-3 ans, alors ça peut aller plus vite pour certains, mais décident d'étiqueter, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas non plus d'obligation pour étiqueter tout, mais en fait, toutes les entreprises qui affichent aujourd'hui, il y en a 120 sur les 300 qui affichent finalement la totalité. Donc nous, on conseille plutôt, vu la demande consommateur, de faire la transparence complète, mais il n'y a pas de... Voilà, chacun décide, donc ça veut dire qu'on est vraiment responsable de la façon dont on communique là-dessus. Je ne les ai pas évoqués tout à l'heure, mais dans les structures qui travaillent actuellement aujourd'hui sur le dispositif Planet Score, on a également des grandes maisons de champagne, et notamment vraiment deux maisons qui avancent très très bien dans les évaluations, et globalement Moët Hennessy qui est vraiment un acteur qui a des démarches extrêmement positives. Donc voilà, on travaille ensemble. Alors, pour vous donner quelques éclairages consommateurs, les consommateurs sont très défiants. Alors je pense rien vous apprendre là-dessus, très défiants notamment sur le secteur de l'agroalimentaire. Ils ont beaucoup de mal à croire les promesses du secteur. Alors,
la défiance est grande à la fois pour les transformateurs ou tous les metteurs en marché, mais également pour la GMS. Et ils ont une vraie attente. Alors, on peut mettre tout un tas de paradoxes sur le dos du consommateur, mais ils ont une véritable attente de sincérité et de transparence de la part des entreprises. Le constat également, c'est qu'ils ont une grande confiance dans les acteurs qu'ils estiment être des acteurs de proximité. Donc certains d'entre vous sont peut-être engagés dans de la vente au domaine, et ça, voilà, c'est très favorable à la construction d'une relation de confiance. Néanmoins, dans la majorité des cas, il y a quand même une bonne partie des volumes qui passent par la grande distribution. Et les marques, la GMS et les pouvoirs publics sont à des taux de confiance qui sont extrêmement faibles. Ça, ce sont les résultats d'une étude BVA qui a été présentée à l'Assemblée nationale l'an passé. Là, c'est exactement ce que je ne voulais pas. Je pensais l'avoir éteint, je suis désolée. Donc ça, c'est une étude qui a été présentée à l'Assemblée nationale et qui fait l'état que vous voyez là, un 32% de confiance pour pouvoir public, marques et distributeurs. Alors, ce n'est pas une critique, c'est juste, voilà, il faut se dire que c'est le constat et que donc dans ce panorama-là, on a vraiment besoin de tiers de confiance, qui sont plutôt les associations de consommateurs, comme vous l'avez vu. Carrefour a également fait 2 études. Celle-ci a été publiée pour comprendre ce que les consommateurs voulaient en termes d'informations environnementales sur les produits alimentaires. Donc là, on est vraiment pile dans la cible. Et avant même, donc ça, c'était 1 mois avant qu'on lance Planet Score, automne 2021. Et les consommateurs, à blanc, spontanément, sans avoir d'étiquette sous les yeux, leur ont répondu qu'ils voulaient avoir l'usage de pesticides et bien-être animal ou mode d'élevage, en priorité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement climat, ce n'est pas la bonne clé d'entrée scientifique sur le sujet, parce qu'on parle beaucoup de climat, mais ce n'est pas la bonne clé d'entrée pour faire de l'évaluation. C'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui est malheureusement minoritaire par rapport au reste. Et surtout, ce n'est pas la bonne clé d'entrée pour parler aux consommateurs non plus. Alors ça, on l'a vu dans d'autres études. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais on n'est vraiment pas les seuls. Donc Carrefour en a fait, Dossi a fait sa propre étude également. Donc pareil, pesticides, élevage reviennent en premier, juste derrière l'origine. Et là, on est sur des légumes. Hein. On ne serait pas forcément sur l'origine, ne ressortirait pas forcément aussi fort, je pense, sur peut-être la viti. Sur la préférence par rapport à une étiquette agrégée, parce qu'au départ, pas mal de personnes pensaient qu'il suffisait de mettre ABCDE et ça suffit en fait. Non. Donc ça, on a eu la chance de pouvoir faire des études en magasin à leur demande chez Biocoop et chez Lidl et d'observer pendant 8 journées, sans push, sans pédagogie, comment les consommateurs se comportaient par rapport à soit des étiquettes ABCDE sans aucune explication, soit des étiquettes avec le détail Planet Score, pesticides, donc c'est usage de pesticides, hein, pesticides, biodiversité, climat et mode d'élevage pour les produits concernés. Et vous voyez les résultats qui étaient toujours autour de 80% la première année, 85% la deuxième de surpréférence pour le détail. Et ces éléments-là, on les retrouve dans d'autres pays. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On pensait que c'était peut-être plutôt français et ça n'est pas français du tout en fait. Quand on offre un autre détail que Planet Score aux consommateurs et qu'on leur dit « Ok, on ne va pas gérer les sujets sensibles, on ne va pas parler pesticides et on ne va pas parler mode d'élevage », alors qu'on sait pertinemment que ce sont les 2 sujets qui les intéressent en premier, vous l'avez vu dans les autres études. Et on a testé ressources, biodiversité, climat. C'est celui que vous voyez en deuxième. Ça ne marche pas. Et en plus, là, dès que vous mettez soit une étiquette agrégée, soit une étiquette avec pas les détails que les consommateurs veulent, et ben là, la défiance, elle est immédiate, à nouveau. Donc voilà, soyez vigilants quand vous choisissez un système. Alors, il n'y en a pas 36 sur le marché, pour être très clair. On est à peu près les seuls, à part l'étiquette que vous voyez là qui s'appelait EcoScore jusqu'à fin décembre. Ils n'ont plus le droit de s'appeler EcoScore, juridiquement. Et donc, il s'appelle maintenant Green Score. Mais voilà, avec un positionnement confiance qui est faible, très faible. Et l'autre au milieu n'existe pas. Et ça, c'est dans une étude allemande qui montre la même réceptivité des consommateurs allemands à l'étiquette Planet Score. C'est une publication scientifique. On ne savait même pas que cette équipe de recherche travaillait sur notre label. Donc, ils ont essayé la petite étiquette ABCDE, à l'époque EcoScore, et puis un autre label un peu plus détaillé en intermédiaire. Et clairement, les consommateurs font toujours la même réponse. Là, on est à 2/3 des consommateurs qui veulent Planet Score. Taux de confiance, même quand les gens ne connaissent pas la gouvernance de l'étiquette, on est sur des taux qui sont extrêmement élevés. Au-delà de... Là, on était à 7, on est à 7,5 ou 8 dans les dernières études. Simplicité, compréhension de l'impact et facilitation du choix.
cette étude également qui a été faite en mai l'an dernier et qui montre toujours pareil, facilité à comprendre. Donc ça a été faite par Appignot, toujours sur population représentative française. CSP, âge, sexe, région et même degré d'urbanité. On va vraiment plus détaillé qu'on peut sur la représentativité, avec des taux de confiance qui sont extrêmement élevés. Alors, je pense que vous les voyez, là on voit un pic entre 8 et 10. Et des taux d'impact sur les actes d'achat. Donc là, on est en déclaratif et je vais vous montrer des études qui ont été faites en magasin juste après. Donc en situation réelle, avec un impact sur les actes d'achat qui est extrêmement fort. On a fait la même étude avec 2 bras indépendants, un sur Nutri-Score, un sur Planet Score, en utilisant Nutri-Score comme un étalon de confiance et d'impact sur les actes d'achat. Les 2 graphes que je viens de vous montrer ont des résultats supérieurs à Nutri-Score sur les 2 dimensions. Donc ça ne veut pas dire que Nutri-Score n'est pas intéressant, au contraire, c'est un super label pour l'aspect nutritionnel, mais ça veut dire que Planet Score a quand même un impact qui est très fort. Et ça, c'est sur les études qui ont été faites sur les shoppers en magasin après exposition à la pub, donc pendant la période de diffusion, mais pas en prenant les gens juste après avoir vu le spot, pour voir les gens qui avaient bien mémorisé. Et globalement, alors sans rentrer dans les détails, mais pour ce qui est de en parler à ses proches, changer ses habitudes de consommation, se renseigner, etc. On a des uplifts, des résultats positifs après donc un minimum de pédagogie. Le spot fait 10 secondes, donc autant dire que c'est quand même... Les gens juste voient, comprennent et ont un call to action qui est d'aller voir l'application mobile du FC Que Choisir. Les résultats sont extrêmement puissants et Planet Score a été comparé par Média Performance à 3 autres labels qui sont des labels de promesses plutôt positives. Et ce que vous voyez là, c'est que Planet Score, qui est donc pas un label de promesse que positive, c'est un label de transparence, pour ce qui est des intentions de recommander, de changer ses habitudes de consommation. Alors désolé, il n'est pas placé à chaque fois au même endroit dans l'étude, mais à chaque fois vous pouvez vous repérer, c'est facile, c'est la barre la plus haute. Et c'est vraiment c'est des résultats qu'on ne pouvait pas imaginer parce que les autres labels sont quand même vraiment des très jolis labels. Qui sont donc uniquement des claims favorables. Donc les gens veulent en fait savoir. Et là, vous voyez, pareil, changer les habitudes de consommation. Et dans un prochain achat, seriez-vous intéressé pour acheter un produit présentant ce label? Alors ce qui est intéressant là, c'est que vous pourriez vous dire, OK, ils sont intéressés peut-être d'acheter un produit qui aura un bon label. Ou de payer un peu plus pour un produit qui aura un label Planet Score favorable. Eh bien, ça va au-delà de ça. Je vais vous montrer la dernière étude qui a été sortie récemment par des Autrichiens. Voilà, c'est pareil, on ne savait pas que des chercheurs autrichiens travaillaient sur nous. Voilà, donc ça, comme ça, vous aurez la référence. Mais globalement, ce que montre cette étude, donc ils ont testé tout un tas de promesses. Bon pour le climat, protéines végétales, bon pour la santé, enfin bon, tout un tas de claims positives. Et Planet Score. Planet Score, comme il n'est pas que positif, ils ont testé un Planet Score B sur les produits et un Planet Score D. Alors, résultat, donc là, ce sont les conclusions. La claim qui marche le mieux de toutes, c'est Planet Score, et de très très loin. Elle est 5 fois plus puissante que la deuxième, qui est bon pour le climat. Donc, c'est quand même pas rien comme résultat. Et deuxième chose, les consommateurs préfèrent un produit avec un Planet Score même défavorable qu'un produit sans Planet Score. Et ça se traduit jusque dans le consentement à payer. Donc ça, c'est carrément la conclusion de l'étude. C'est qu'en termes de consentement à payer, alors ils ont fait vraiment un protocole très très robuste. Planet Score B est de 75 centimes. Alors là, on est sur des produits alimentaires classiques, on n'est pas sur du vin. Donc, et 75 centimes d'euros à l'unité de vente supérieure aux produits de base, sans label. Le deuxième est à 13 ou 14 centimes, je crois, de supérieur. Donc ça, c'est climat, bon pour le climat. Donc on a 60 centimes d'écart entre les 2 premières promesses. C'est considérable. Et entre un Planet Score D et le même produit sans Planet Score, alors pour info, Planet Score D sort en 3e, derrière bon pour le climat, et il est 40 centimes devant le même produit qui n'aurait pas de label. Donc le Planet Score D, il y a un meilleur consentement à payer que le même produit sans rien. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est que le consommateur attend vraiment de l'information et qu'il est prêt à payer même pour avoir cette information.
Voilà, je trouve ces résultats vraiment extrêmement puissants. Et donc pour famille d'Exea, les diapos voilà, qui étaient là, hop. Donc ça, c'est ce que Aymeric nous a évoqué tout à l'heure. Et je vous invite à regarder aussi le dossier de presse qui avait été fait l'an passé sur les activités du domaine qui disent de manière plus détaillée ce que Aymeric a expliqué tout à l'heure. Et donc Planet Score est effectivement... concerne tous les crus de toute la gamme, oui, toute la effectivement. gamme. On a effectivement l'intégralité des propriétés, donc les 4 propriétés que je citais tout à l'heure, donc Montrabèche spécifiquement que je vous ai amené ici, c'est celle qui va être dédiée plutôt à la grande distribution, mais toutes les autres propriétés, que ce soit en traditionnel ou et autres réseaux, sont aussi labellisées. Alors également, donc il y a pas mal d'articles de presse là-dessus. C'est utilisé à l'export aussi. Donc ça, c'est un exemple des certificats qui sont émis. Planet Score détient évidemment la seule base de données contenant les GTIN, les codes barres, les EAN, des références qui peuvent alléguer un Planet Score. Et donc quand on établit les certificats, on annexe la liste, comme c'est le cas pour domaine d'Exea, la liste des références concernées. Évidemment, les évaluations, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, sont annuelles, puisque les pratiques évoluent annuellement. Mais quand c'est votre cas sur des cultures pérennes, mais même quand on est sur des cultures annuelles, en fait, on fait du lissage en pluriannuel, de manière à ne pas, à absorber les effets années, en fait, à ne pas avoir des éléments. Alors, quand on a des trajectoires de progrès, ça s'améliore progressivement, mais on n'a pas du coup des à-coups dans les étiquetages. Et dernier point, alors ça c'est juste une illustration récente avec justement Famille d'Exea, mais on a pas mal de partenaires entreprises qui mobilisent Planet Score comme l'un des outils qui est présenté en fait aux financiers, donc aux banques notamment ou aux autres aux organismes financiers pour justifier des démarches RSE qui sont engagées de bonification de taux. Voilà, et donc pour terminer, globalement, ça c'est juste une illustration aussi pour vous montrer comment cet outil-là est utilisé aujourd'hui dans des rapports RSE ou les premiers rapports CSRD qui vont sortir, comme un outil qui permet de matérialiser où on est positionné sur ces différentes marques, par exemple. Et là, vous le voyez, avec un paramètre biodiversité, un paramètre climat. Ça, c'est un exemple de ce qu'on nous demande de sortir. Comment arriver à faire progresser ces différentes marques sur ces deux curseurs. Voilà, et donc là, vous avez typiquement des évolutions de gamme à ISO produit. Là, on est au début de la trajectoire. Là, on commence à être vraiment bien. Et ça, c'est quand on trace des ambitions. Et là, c'est quand on est vraiment régénératif. Donc, je crois qu'il y a eu des conférences là-dessus. Pour terminer, régénératif, il faut vraiment avoir une claim qui soit soutenue. Je vous invite d'ailleurs à lire le rapport de l'AFNOR-SPEC qui a été publié il y a très peu de semaines. Là, je crois que c'était fin décembre. Et qui explique bien que Régène, ce n'est pas n'importe quoi. Régénératif, c'est pas juste je fais mieux, je protège, etc. C'est vraiment j'augmente la vitalité des écosystèmes. Donc voilà, pour ça, il faut être sûr d'avoir un tiers de confiance qui permet de dire que vous êtes Régène. Sinon, on va abîmer le mot. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Et bien entendu, s'il y a des questions, alors je vois que Valérie nous rejoint, mais s'il y a des questions, c'est très volontiers. Bonjour, je voulais savoir si votre audit et tout ça s'arrête à la propriété, à la façon de faire. Donc, on a parlé agroforesterie, etc. Mais donc, comme on parle de grande surface, de volume, 200 hectares, etc. Est-ce qu'il y a les bouteilles dedans, tout ce qui est emballage aussi, parce qu'on parle de climat? Alors, c'est une très bonne question. Oui, en fait, on va bien, ce qu'a dit Valérie tout à l'heure, de la vigne au verre, c'est-à-dire qu'on a toute la phase aval qui est également incluse. Après, il faut être conscient quand même que, en tous les cas, c'est ce qu'on a dans les bases de données ADEME. C'est un peu variable selon les catégories, mais globalement, la phase amont, et c'est pour ça qu'on en parle quand même beaucoup, représente 85% des impacts. Donc c'est important de gérer aussi le reste, les bouteilles, l'emballage, les transports, tout ce qu'on peut faire en relocalisation, etc., en économie d'énergie. Tout ça, ça compte. Mais c'est quand même
un petit bout du chemin, si on veut vraiment regarder ces impacts environnementaux. Alors je vois que vous faites la moue, ça veut dire que vous êtes dans des études, enfin ça veut dire que vous ne faites que des études d'analyse de cycle de vie. Et je vous incite à être extrêmement vigilant pour ceux qui ne font que ça. Vous échappez totalement à l'image complète d'impact environnemental, c'est-à-dire que, en fait, comme il manque un gros morceau de l'image, et ce que je vous dis là a été validé par la Commission européenne. En mars 2023, la Commission, à Bruxelles, a sorti un projet qui s'appelle Directive Allégations environnementales, Green Claims. On est en contact très régulier avec les institutions à Bruxelles et on a été très influents sur cette directive. Je peux simplement vous dire que la Commission a publié son texte en mettant dans les considérants, donc ça fait partie du texte, que l'agriculture, la pêche, l'élevage et le textile ne peuvent pas être reflétés correctement par ces méthodes-là. Et donc, notamment en viticulture, on vous donne un poids très très fort sur la bouteille. Donc, si vous voulez améliorer l'environnement avec simplement de l'analyse de cycle de vie, vous allez vous focaliser sur ce sujet-là. En ACV, vous n'avez pas tous les enjeux biodiversité. Or, la biodiversité, c'est plus de 50% des évaluations environnementales, donc ça manque totalement au panorama. Donc, attention, oui, c'est important de gérer les phases aval, mais non, vous n'allez pas améliorer radicalement un produit simplement avec ça. C'est le tout. Voilà, donc nous, on fait tout. On fait tout, on va du début à la fin, si c'était votre question. C'était la question, parce que je pense déjà, si on est en bio, on a la philosophie de l'amont. Enfin, Alors, il y a la philosophie, puis après, il y a ce qu'on fait vraiment. C'est-à-dire que, voilà, en bio, il y a des très belles pratiques, mais il y a aussi, dans certains territoires, des enjeux pour, par exemple, pas travailler les sols, c'est très compliqué dans certaines zones, ou faire de l'enherbement alterné. On a quand même aussi toute la question de la gestion de la fertilisation. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire bien, qu'on peut aussi améliorer. Enfin, je pense qu'on est tous conscients de ça. On a aussi des territoires dans lesquels on a les vignes qui sont à tout touche. Il n'y a pas de haies, c'est quand même des paysages qui sont très très en monoculture. C'est une réalité. Et ça, pour la biodiversité, alors que ça peut quand même être des paramètres extrêmement utiles pour gérer les ravageurs, etc., on ne se met pas dans des conditions idéales. Donc voilà, il faut quand même acter que, c'est ce que disait Aymeric tout à l'heure, bien sûr, le cahier des charges bio est extrêmement utile. Il est hyper pertinent, parce qu'il va vraiment sur des enjeux très importants. Mais il ne gère pas tous les enjeux. L'INRA est en train de travailler actuellement sur une expertise collective qui s'appelle Biodiv Label, et en fait qui sera donc publiée le 30 avril, on vient d'avoir la date, à Paris. Ça fait plus de 2 ans qu'ils y travaillent, et globalement, ils essayent de regarder si en bio, on est mieux pour la biodiversité, au-delà de l'aspect des intrants, qui a un impact très très important sur la biodiversité. Mais sur le reste, voilà, est-ce que sur les aménagements paysagers, le travail du sol, etc., on est meilleur ou pas en bio ? Mais en fait, la question, alors je ne vais pas répondre avant eux le 30 avril, même si on a quelques éléments, c'est qu'en bio, on peut faire des progrès aussi là-dessus. Et que pour avoir une évaluation environnementale qui soit vraiment bonne, vous le voyez, Domaine d'Exia, qui fait vraiment des choses superbes, a pris conscience qu'il y avait quand même à certains endroits des grandes parcelles, etc. Et le savait, ou avait déjà engagé des choses avant même qu'on évalue, donc ils n'étaient pas surpris d'être au bord du A, donc c'est vraiment une très très belle performance, mais d'avoir encore un petit bout de chemin à faire, et puis de le faire calmement en fait. Enfin, je veux dire, tout le monde est déjà très très content quand on est un consommateur, qu'on voit une bouteille de vin en B, c'est très très bien. Sur la partie commerciale, réellement, est-ce que ça vous a apporté quelque chose d'avoir le Planet Score? Parce que bon, moi, je connais un petit peu la GD. Après, je pense qu'il y a des actions qui sont réellement indispensables à faire pour faire émerger le label en GD. Mais j'aimerais savoir commercialement, comment est-ce que ça vous a apporté? Aujourd'hui, c'est une reconnaissance. Donc c'est vraiment, on peut pas imaginer, on n'a pas doublé nos prix parce qu'on avait le label sur nos bouteilles. Ça serait trop beau. Mais on a une reconnaissance de la part. Alors je citais Leclerc, encore une fois, qui a mis dans ses critères Planet Score dans son menu déroulant, où on peut cliquer au moment où on répondait une fois au vin, par exemple, Planet Score. Vous pouvez, évidemment, il y a bio, il y a HVE, et donc ça vient rentrer dans leurs critères. On sait comment ils fonctionnent. Plus on rentre, plus vous pouvez leur proposer de choses pour un prix équivalent ou même un tout petit peu supérieur, plus ils auront capacité à l'accepter, surtout si l'entièreté de l'entreprise est dans cette démarche. Donc Leclerc, Carrefour, on parlait de Biocop, d'autres suivent Système U, et au fur et à mesure vont le faire avancer. Donc c'est un point différenciant. La concurrence est rude, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre,
Donc vous avez un critère de plus qui vient se démarquer vis-à-vis d'eux. Voilà. Et pour information, quand on a fait des actions de communication vis-à-vis de Bruxelles, justement sur l'encadrement des étiquetages, donc on est très très heureux de la directive qui justement reconnaît la place et l'importance des dispositifs indépendants, on a fait ce plaidoyer avec des distributeurs. Et effectivement, le fait que cette information devienne accessible aux consommateurs et donc que ça devienne un vrai atout pour les marques, ben c'est en fait aussi le pouvoir des entreprises, le pouvoir de chacun d'entre vous, en fait. Parce que là, ce qui est en train de se passer, typiquement, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, qu'il y a quand même maintenant un certain nombre de marques et de domaines qui sont engagés dans la démarche, qui le font savoir à la GMS, de grandes marques comme Dossi, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, de grands distributeurs comme Picard, Monoprix, etc. Leclerc, Carrefour, c'est quand même pas rien. En fait, ça, c'est petit à petit que ça s'est construit. Alors, il y a un moment où, effectivement, il y a un acte de bascule. Et c'est chacun d'entre vous, en fait, hein, qui détenait cette clé-là. Nous, on est au service de la transparence, au service de la lutte contre le greenwashing. Après, à chacun de s'en saisir. Hein. Merci pour vos doux mots. Hein. Société vivant, donc les spiritueux. Les bouteilles sont belles, effectivement, et elles sont bonnes. Vous pouvez venir les goûter, on est là. Les jus. J'étais curieux juste de savoir en spiritueux s'il y a beaucoup d'autres acteurs. Vous disiez qu'il y en avait d'autres. Avoir un nombre à peu près, juste pour savoir combien de collègues sont engagés là-dedans. Alors, en fait, c'est un peu comme l'an dernier quand on a fait la première conférence de presse où on ne pouvait pas dire qu'il y en avait d'autres qui étaient en train d'arriver. On ne pouvait pas donner les noms parce qu'on respecte le timing en fait, de chacune des entreprises. Donc, je ne peux pas vous dire les noms aujourd'hui. Si en tous les cas, il y a déjà un que je peux annoncer qui est Ninkasi, par exemple, hein, qui distille. Mais c'était le nombre. Ouais. Le nombre. Sur toute la partie distillerie, on est autour d'une dizaine aujourd'hui, des petits et des grands. Et sur les acteurs plutôt, donc là c'est sur spiritueux, sur la partie bière c'est supérieur. Et sur la partie viticole, ça a énormément décollé depuis l'an dernier. Donc voilà, bravo famille Dexia, parce que vraiment la première conférence qu'on a tenue, c'était avec les acteurs famille Dexia. Sont vraiment les premiers qui se sont lancés. Et depuis, on a à la fois des grandes maisons, on a parlé des Champagne Krug ou Mercier, mais également des domaines viticoles jusqu'en Argentine, aujourd'hui, qui évaluent et qui étiquettent Planet Score. Et ça fait combien à peu près de viticulteurs ? Je n'avais pas préparé cette question-là, donc je ne veux surtout pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est à une bonne quarantaine. Entre viticole et grands domaines, parce que quand on est sur des grands domaines, on est sur des centaines de viticulteurs d'un coup. Voilà, et après, donc ça, vous en entendrez parler au fur et à mesure que les entreprises décident de prendre la parole. C'est-à-dire qu'un petit peu comme Picard, hein, il y a 2 ans, j'aurais été incapable de vous dire que Picard allait faire la transparence complète. Idem pour Monoprix, etc. La question que je me pose, c'est que par rapport en fait à l'étiquette Nutri-Score qu'on voit dans la grande distribution, je me demande comment cette étiquette peut arriver dans une caviste indépendant. Vous pouvez préciser la question que je sois sûre d'avoir bien compris par rapport à Nutri-Score ? Par rapport à cette étiquette de Nutri-Score. Oui. C'est la grande distribution. Moi, je fais Planet Score. Ah, pardon. Mais Planet Score, ça ressemble un petit peu à Nutri-Score, non ? C'est ça. Alors, ça ressemble pour ceux qui ne regardent pas bien, parce que quand même, Nutri-Score ne vous raconte pas du tout la même chose. Hein. Si vous voyez pesticides, biodiversité, climat sur un Nutri-Score, c'est que c'est un Planet Score. D'accord. Si il y a un animal en plus, alors là, vraiment, il n'y a plus de doute. On a d'ailleurs testé, hein, pour ceux que ça intéresse, puisqu'on voulait être sûr, en fait, utiliser des codes comme ça, coloriels, qui sont saillants, qui sont à peu près les mêmes partout maintenant. C'était une façon d'avoir quelque chose de très intuitif. Et on a vérifié avec une étude conso en mai l'an dernier, quel était le degré de compréhension, justement, Nutri-Score, Planet Score pour les consommateurs. Ça, c'est important. Avec des étiquettes sans animaux, pour être sûr, et des étiquettes avec des animaux, donc sur des produits alimentaires. Et le résultat des courses, c'est qu'on est à 83% de non-confusion. Donc, globalement, voilà. Alors, j'invite tout le monde à être un tout petit peu vigilant, mais globalement, c'est très, très bien compris. Ce sont d'ailleurs des éléments qu'on a fournis à l'autorité de la concurrence et qui ont été faits par un bureau d'études indépendant, etc. Donc, comment cette étiquette-là peut arriver dans vos commerces ? Parce que ça, c'est vraiment l'idée du siècle, c'est ça. C'est comment le consommateur, quand il est dans la zone de choix,
peut voir la diversité des étiquettes. Alors je vous incite à ce qu'on fasse une discussion après, parce que moi je suis très très intéressée par les gens comme vous qui ont envie en fait que cette transparence soit rendue accessible. Ça veut dire qu'il faut que les domaines se bougent et qu'ils y soient incités par le commerce. Dans ceux avec qui on travaille, vous allez commencer à avoir quand même des bouteilles qui vont arriver en magasin. Mais par ailleurs, il y en a tout un tas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils sont pas informés. En fait, donc vous faites partie de la solution. De dire, bon, bah là, voilà, il y a un outil qui permet de repositionner les choses ou, voilà, selon la façon dont on travaille, en fait, jusqu'à l'emballage, etc. On a quand même de la gradation et de la nuance. Les consommateurs en ont envie et qui est OK pour y aller. Alors, je précise quand même qu'il n'y a aucun obstacle prix. Ça, c'est aussi un point important. C'est que pour ceux qui ont l'habitude de faire des études ACV qui coûtent très très cher, moi, il y a encore 4-5 ans, j'étais plutôt dans un domaine où on faisait ça. Alors, un, les résultats n'étaient pas pertinents. Et deux, ça coûtait entre 5 000 et 20 000 euros par référence. Voilà, il faut pouvoir. Hein. Donc, je peux vous dire qu'on s'est bagarré, notamment à Bruxelles, pour que cette méthode-là ne devienne pas la méthode unique et obligatoire pour l'agroalimentaire, dont la viticulture. Donc ça, c'est bon. Et donc, on a développé des algorithmes qui vont beaucoup plus vite, qui sont vraiment sur les leviers concrets, les leviers qui sont vraiment sensibles, et où on a, en gros, des abonnements annuels qui vont... Alors, je parle sous le contrôle de Famille Dexea, par exemple, mais globalement, entre 300 € hors taxe et 5 000 pour les très gros. Un très gros, c'est Carrefour. Et après, on a quelques heures en plus pour faire les évaluations expertes. Et ensuite, une fois qu'on a évalué un domaine, toutes les références sont à 10 € la référence. Voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucun problème d'accessibilité. Et on l'a fait pour ça, en fait. On l'a fait pour qu'il n'y ait à aucun moment on puisse nous dire « je ne fais pas la transparence parce que je ne peux pas économiquement la faire ».